Nous avons été reçus par Son Excellence le Premier ministre. Cet entretien s'inscrit dans nos relations bilatérales entre le groupe Société Générale et le gouvernement burkinabé. C'était l'occasion pour nous de renouveler notre engagement, de continuer et de poursuivre notre développement au Burkina à travers divers axes, d'accompagner le plan national du développement au Burkina, de pouvoir aussi remercier le gouvernement burkinabé de nous avoir donné le mandat pour les accompagner dans l'émission obligataire qui va sortir bientôt. Donc c'était pour nous une occasion, encore une fois, de renouveler notre engagement, de l'accompagner et de continuer à se développer en Afrique et au Burkina. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour soutenir le PNDS? Alors nous sommes aujourd'hui, nous répondons à un certain nombre d'appels d'offres, donc nous finançons un certain nombre de projets de PNDS. Nous continuons aussi à collecter des ressources pour pouvoir financer l'économie, à ouvrir des agences ici au Burkina. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à 22, nous comptons arriver à 25 en 2018 et nous allons répondre à l'ensemble des appels d'offres et à l'ensemble des demandes que le gouvernement burkinabé nous fera le plaisir et l'honneur de nous adresser. Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de francs le groupe va mettre injecté dans le PNDS? Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre, je ne peux pas vous donner un chiffre. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas mis de limite. La seule limite, c'est la taille de notre bilan. Mais aujourd'hui, la taille de notre bilan, je rappelle que nous sommes dans la région EMOA, nous pouvons aussi mobiliser de la ressource dans nos filiales, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc nous n'avons pas fixé de limite là-dessus. De toute façon, ce qui est certain, c'est que comme banque importante au Burkina, nous allons accompagner ce programme de manière très active. Élaborer une stratégie globale de communication, c'est l'objectif principal de cet atelier de collaboration entre les forces de défense et de la sécurité intérieure et les hommes de médias. Les uns sont connus pour leur grand silence et les autres pour leur promptitude à parler. Un paradoxe qu'il faut mettre au profit de la population. Ce sont des métiers qui, a priori, sont contradictoires. Le journaliste est tenu, c'est une exigence, d'informer. Donc de faire savoir ce qui se passe. Et l'agent de sécurité, lui aussi, il est tenu d'assurer la sécurité de la société. Tous les deux ont des comptes à rendre à la société. Le journaliste par devoir d'informer et la sécurité aussi par devoir d'assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens. Donc sur le terrain, il y a forcément des antagonismes qui ne sont pas des conflits en tant que tels, mais ce sont des conflits de compétences qui sont légitimes. Mais on peut dépasser ces conflits de compétences pour se mettre d'accord sur un objectif commun. L'Union européenne, principal partenaire technique et financier de cet atelier, tout en saluant l'efficacité dont fait preuve les FTS ces derniers temps, a relevé l'importance que revêt cet atelier d'échange et de dialogue. Les problèmes de sécurité aujourd'hui sont différents de ceux du passé. Et donc, dans un monde aussi où les moyens de communication sont différents, il faut trouver des nouvelles façons de faire communiquer ces deux acteurs clés dans une société, le secteur de la sécurité et les journalistes. Et donc, je crois que par rapport aux événements spécifiques, les grosses crises, des attentats, la communication est très importante, mais en même temps, il faut que les forces de sécurité puissent faire leur boulot. Alors la première chose à faire, c'est qu'un secteur de sécurité qui n'a pas toujours tellement communiqué dans le passé ou peut-être avait moins besoin de communiquer, doit trouver des façons à mieux échanger avec les journalistes. Donc ce séminaire se cadre un petit peu dans ce contexte-là.
À l'ère de la guerre asymétrique, la communication est d'autant plus nécessaire que la veille des forces de défense et de sécurité. L'atelier sur la collaboration entre forces de sécurité intérieure et journalistes, faut-il le rappeler, est une plateforme d'échange et de dialogue. Ce faisant, en réunissant les forces de sécurité intérieure et les journalistes, il s'agit d'avoir des discussions ouvertes et des regards croisés à même de permettre de mieux appréhender les enjeux sécuritaires actuels et nous orienter vers des solutions structurantes. Toute chose qui devrait, au sortir de cette rencontre, vous permettre, entre autres, d'abord de faire des recommandations pour l'amélioration de la collaboration entre médias et services de communication du ministère de la Sécurité et forces de sécurité intérieure d'une part, et entre médias et forces de sécurité opérationnelle d'autre part, et ensuite de renforcer les capacités des participants en matière de traitement de l'information sécuritaire et en matière de collaboration en période de crise. 2 jours durant, la Grande Muette se verra obligée de dialoguer avec la Grande Parleuse pour parler des médias, lequel dialogue devra aboutir à une élaboration de stratégies de communication et du traitement de l'information sécuritaire par les FDS et les journalistes. Déposer un résumé d'une histoire que l'on aimerait raconter plus tard, c'était la principale condition à remplir pour prendre part à cet atelier de formation sur l'écriture des romans jeunes dont le public cible est les enfants dont l'âge varie entre 12 et 15 ans. Écrire des romans pour enfants, ce n'est pas toujours aisé. L'objectif, c'est d'arriver à outiller des gens qui ont envie d'écrire, mais qui n'ont pas forcément la technique nécessaire, qui ont un résumé et qui vont développer ce résumé à travers les personnages qu'ils vont profiler, camper et commencer à évoluer au niveau de l'écriture de l'histoire à travers un début pour qu'on puisse voir ce qui peut être fait et les accompagner. Les attentes sont pratiquement les mêmes du côté des apprenants. Je suis actuellement à l'atelier écriture juste pour découvrir les techniques d'écriture. Vous savez avec moi que écrire pour des enfants, il faut jauger le niveau du français. Il faut aussi écrire quelque chose qui intéresse les enfants. Entrer dans le monde animal et autres. Voilà, c'est surtout ces attentes que je suis venu découvrir avec Madame Kam pour découvrir réellement comment procéder et comment faire de sorte qu'un enfant en te lisant puisse s'intéresser à la lecture. Je suis inscrite pour apprendre les techniques d'écriture parce que quand j'étais petite, j'aimais les histoires pour enfants. Donc moi aussi, je veux voir si en suivant cet atelier-là, je peux faire ça aussi pour les enfants. Ma première fois de participer et bon, je suis venue pour apprendre les techniques d'écriture parce que j'ai l'intention d'écrire un roman parce que ça me plaît. Quand je lis un roman, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rêver à travers l'écriture. Outiller les participants à écrire de sorte à se faire comprendre peu importe le niveau d'étude du lecteur, c'est en cela que se résument les objectifs de cet atelier de formation. La diversité d'âge et de fonction des participants plante déjà le décor du langage à utiliser dans ce volet. Notons que cet atelier se tient dans le cadre de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, édition 2017, et va durer 5 jours. Officiellement lancé le 3 août dernier à Tongomayel dans la province du Sou,
Le programme d'urgence pour le Sahel s'affiche comme une réponse multisectorielle du gouvernement face à la vulnérabilité économique et sociale de la région, d'ailleurs avisée par les groupes terroristes. Après la session ordinaire du 20 octobre 2017, le Conseil d'orientation stratégique dirigé par le Premier ministre Paul Kabatieba a tenu ce lundi une session extraordinaire au cours de laquelle le plan de travail annuel 2018 a été adopté pour une mise en œuvre diligente du programme. En outre, le bilan d'exécution des 199 marchés publics au 30 octobre 2017 affiche un taux de réalisation de 17%, 51% en cours de réalisation et 32% inerte, c'est-à-dire non entamé. Le coût total de ces marchés s'estime à environ 177,8 milliards de francs CFA. Comparativement à l'état d'avancement des marchés au 30 septembre soumis au Conseil lors de la première session tenue le 20 octobre passé, il y a une évolution significative des marchés exécutés qui passe de 11% à 17%. Pour ce qui concerne le projet de plan de travail annuel 2018, le Conseil l'a examiné et a décidé de ce qu'il suit. Il a invité le secrétaire technique à l'affiner en relation avec les départements ministériels de manière à déterminer les financements acquis, les gaps de financement à rechercher et soumettre le document pour adoption à une prochaine session extraordinaire du Conseil. À la fin de ces travaux, le Conseil a pris des résolutions et formulé des recommandations. En vue d'assurer une meilleure communication sur le programme auprès des bailleurs de fonds et partant favoriser une mobilisation conséquente des ressources complémentaires, le Conseil instruit le ministre en charge du développement d'organiser une rencontre bilan de l'exécution du programme 2017 et de présentation du projet de plan de travail 2018 aux partenaires techniques et financiers avant le 30 mars 2018. Et selon Pauline Zouré, secrétaire d'État auprès du ministère en charge des Finances, une table ronde avec les partenaires techniques et financiers est prévue afin de mobiliser la somme nécessaire pour le financement du programme d'urgence pour le Sahel. Alors, pour ce qui concerne le programme de travail de 2018, nous avons stabilisé un programme de près de 198 milliards de francs CFA qui sera financé sur le budget de l'État et aussi sur le budget des partenaires. Et nous enregistrons un gap de plus de 32 milliards. Donc, vous voyez que si vous faites la soustraction, ça veut dire qu'il y a vraiment un effort, un grand effort donc, au niveau donc, du gouvernement pour pouvoir mettre donc, en œuvre ce programme sur des ressources propres. Et donc, ce gap de financement, comment est-ce qu'on va le mobiliser? Ce sera à travers donc, une table ronde des bailleurs de fonds que nous allons organiser juste avant la fin du premier trimestre de 2018 pour espérer en tout cas combler le déficit que nous avons. La mise en œuvre de ce programme sortira assurément la province du Soum du gouffre dans lequel elle se trouve actuellement. Les travailleurs du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille sont en grogne sous la direction de leur syndicat, le SYNTAS. Ces hommes et femmes ont abandonné les bureaux pour un sit-in à la Bourse du Travail. De ce pas, ils montent au créneau avec une plateforme revendicative minimale comportant 8 points. Il y a un point qui porte sur l'annulation de nomination de complaisance, le rétablissement de notre indemnité spéciale d'accueil ou de permanence qui a été injustement supprimée en 2011 à la faveur de l'élargissement de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires. Nous demandons également la mise en œuvre conséquente des conclusions du comité interministériel qui a déjà réfléchi sur la reconstitution des carrières des personnels des ex-cadéries. Vous vous rappelez, ces personnels, on l'a déjà suffisamment dit, travaillent depuis plus de 30 ans. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a même pas un morceau de papier qui puisse indiquer que ce sont des gens qui ont travaillé au moins une fois dans leur vie et ont servi ce pays-là. Nous exigeons également l'adoption d'un statut particulier pour nous permettre d'être en phase avec
nos réalités professionnelles aujourd'hui. Nous demandons la dotation de nos services à moyens suffisants. Quant au secrétaire général du CENTAS, les nominations au poste de responsabilité doivent être faites sur la base de l'égalité. À la question à savoir si le CENTAS va en guerre contre son ministre de tutelle, le secrétaire donne de la voix. On ne va pas en guerre contre elle. Nous lui demandons seulement de nous apporter des solutions qu'elle détient par divers elle. Si vous regardez les préoccupations que nous avons posées, il n'y a pas une seule qui n'a pas sa réponse qu'on puisse nous proposer. C'est le double langage qui est tenu à notre endroit, le mépris qui est affiché vis-à-vis de nos préoccupations qui font que les réponses qui doivent être apportées ne le sont pas. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître la pertinence des points de revendication du syndicat et ne pas travailler à y aller. Nous pensons qu'il est grand temps d'arrêter le double langage et d'aller concrètement à des propositions concrètes. C'est du reste ce que nous lui avons dit hier quand on lui a demandé de poursuivre la réflexion pour nous proposer des éléments de réponse assez propres, assez idoines pour nous permettre d'avancer et de mieux servir notre mandat professionnel. Durant 4 jours de grève, qui a débuté ce 21 novembre, le CENTAS entend réaffirmer sa ferme volonté de poursuivre la lutte en vue d'une résolution conséquente de leurs justes et légitimes revendications. La torture ne peut en aucun cas empêcher la délinquance, nullement. Au contraire, ça engendre d'autres problèmes. Et c'est justement pour éviter de tels dérapages que se tient cette projection cinématographique à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou qui vise à sensibiliser d'une part les personnes privées de liberté sur leurs droits et leurs devoirs conformément à la Convention contre la torture et d'autre part les forces de défense à abandonner les méthodes contraignantes traditionnelles qu'est la torture. Quand on feuillette un peu les feuilles, je vais dire les pages de la presse, quand on regarde dans les médias, on se rend compte quand même qu'il y a toujours des cas de torture qui sont relevés, portés sur des personnes privées de liberté. Donc ce qui veut dire qu'il y a nécessité que ça finisse. Les forces de sécurité justifient souvent cela par les mauvaises conditions de détention. Il y a des pratiques qui ne sont pas dépendantes forcément du bon vouloir des pénitentiaires ou bien du personnel de garde ou des policiers. Je prends le cas des conditions de détention. Parce que généralement c'est lié au budget. Parce que si vous concevez une prison qui est prévue pour 1500 détenus, avec l'évolution des infractions, il y a de nouvelles infractions, il va de soi que la prison se remplisse. Quand la prison se remplit, bon, ça crée vraiment des situations d'hygiène, de manque de place. Bon, les gens sont coincés. Et puis la nourriture aussi, ça supporte automatiquement aussi. C'est sûr que si vous avez prévu la nourriture pour 1000 personnes et que vous vous retrouvez à 2000 personnes, ils seront obligés de partager ce qui est disponible. Grâce à l'appui des Equitas, le combat pour la réinsertion sociale des détenus au Faso porte déjà ses fruits avec la mise en place d'une cellule culturelle. S'agissant des comportements de la garde pénitentiaire, des changements sont déjà observés. Avant, il y avait des tortures, mais maintenant, ça va. Je suis là 9 ans maintenant. Je veux dire, aujourd'hui, ça va en tout cas, on est à l'aise, on se comprend, mais avant, on ne se comprend pas. Mais maintenant, on se comprend maintenant, et parce que ce n'est plus comme avant. Conformément à la loi 022 adoptée par le Burkina Faso, les tortures doivent être bannies des prisons afin que ces centres d'incarcération soient des lieux de correction, d'éducation, des guides, en bref, des lieux qui changent les vies des personnes qui, à un moment donné, ont emprunté un mauvais chemin et non le contraire. Nous avons donc étudié un certain nombre de dossiers de fond, entendu des communications orales
et procéder à des nominations. Au titre donc des dossiers de fond, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a présenté au Conseil les conclusions du forum sur la sécurité qui viennent de s'achever. Le Conseil a décidé donc la mise en place d'un comité interministériel appuyé donc d'un pôle d'experts afin donc de l'élaboration des référentiels de la politique de sécurité nationale en ce qui concerne donc les suites à donner à ce forum. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministre a fait l'état de la situation des formations et partis politiques légalement reconnus au Burkina. Il faut savoir que l'article 19 de la loi 032/2001 du 29 novembre 2001, qui porte charte des partis politiques et formations politiques, dispose que les partis politiques et formations doivent fonctionner conformément à leurs dispositions statutaires, notamment leur statut et règlement intérieur. Au regard de cette loi, il s'avère donc que déjà en 2012, ça avait été fait, une opération de contrôle a été menée entre septembre et octobre, et à la date du 23 octobre 2017, nous avons donc 148 partis politiques et formations politiques qui ont été donc répertoriés et visités. Et vous avez dessus 106 partis politiques et formations politiques qui sont en règle vis-à-vis de leur propre texte. Vous avez 38 partis qui sont en situation irrégulière. Vous en avez 4 dont la situation n'est pas complètement élucidée. Soit parce que dans leur statut, il n'y a même pas les instances, les dates prévues pour les instances, soit parce qu'ils sont dans une situation devant le tribunal administratif. Donc, un certain nombre d'actions sont entreprises par le ministère en charge de cette question pour rappeler les parties à l'ordre et faire appliquer les textes qui régissent ces éléments. En ce qui concerne la liste des partis, donc, le service d'information du gouvernement mettra sur son site la liste exhaustive des partis afin que vous puissiez en prendre connaissance. Au titre du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques, nous avons, et ça a pris beaucoup de temps, le Conseil a étudié les résultats provisoires donc, de la campagne agro-pastorale 2017-2018. De façon générale, il faut reconnaître que cette saison est marquée donc par de nombreuses poches de sécheresse intervenues donc durant la saison pluvieuse, avec également l'arrêt précoce des pluies, mais avec également un certain nombre d'attaques des nuisibles, notamment la chenille légionnaire dont on a souvent parlé. Le résultat, c'est que les chiffres qu'on nous donne maintenant peuvent être encore plus défavorables d'ici quelques temps, parce que c'est des chiffres qui datent de septembre. Il faut savoir que nous avons une baisse en tout cas de ce qui est prévision en ce qui concerne les céréales. Il y a des hausses sensibles en ce qui concerne les autres cultures vivrières. Au final, pour faire simple, nous avons au moins 17 provinces qui seront déficitaires cette année et à peu près 3 millions de Burkinabés au fort donc, de la période de soudure donc, en 2018 seront en situation de stress alimentaire ou en situation d'urgence alimentaire. Ce qui impose un certain nombre de mesures. Et donc ces mesures-là ont été notifiées par le Conseil au ministre en charge de la question et à d'autres ministres. Parce que parfois il y a des questions transversales, notamment la sortie illégale de céréales du Burkina Faso. Vous savez qu'on a besoin pour faire sortir les céréales d'autorisation spéciale d'exportation. Et actuellement, beaucoup de personnes les font sortir donc, sans cette autorisation. Le Conseil a été ferme dessus pour que, dès la sortie du Conseil, les décisions sont prises pour que les céréales burkinabés qui n'ont pas obtenu d'autorisation à être exportées ne puissent pas le faire. D'autres mesures, telles que notamment la distribution des vivres et le renforcement des stocks de la SONAGES et également la mise à disposition d'éléments de pâturage, notamment pour d'éléments d'aliments pour le bétail, soient disposés afin qu'on n'ait pas de crise majeure à ce niveau-là. On a parlé notamment de cette situation des boursiers, notamment en France, qui avaient des problèmes pour percevoir leurs bourses. Le ministre a expliqué la situation, la ministre des Finances a également expliqué la situation. Il s'agit, pour ce qui est du cas de la France, d'une situation qui est due au fait que 2 signataires, à savoir le trésorier et le conseiller culturel, un a eu une fin de mission et est rentré, l'autre est venu, et quand l'autre était là, l'autre est parti en congé. Le Conseil a vraiment trouvé cette situation assez déplorable et a estimé que ce n'était pas normal que les étudiants puissent partir de quelques situations administratives, aussi fondées soient-elles. Donc des mesures seront prises pour que ces situations ne se reproduisent pas et que ce soit pour la France et pour tous les autres éléments,
le président du FASO a donné des instructions très strictes pour que les transferts soient faits au moins 15 jours avant pour éviter toute situation et appeler le ministre des Affaires étrangères à voir avec les ambassades les dispositions qui vont être prises pour pallier au cas où il y aura des difficultés. Donc voilà, nous avons également parlé des mouvements de grève au niveau des étudiants et au niveau notamment des élèves. Pour ce qui concerne notamment les mouvements des élèves liés à ces commémorations qui sont annoncées pour le 13 décembre, tout ce qui est lié à la lutte qu'on a menée pour la justice pour Norbert Zongo, le gouvernement tient à rappeler quand même que nous sommes dans un processus de construction de cette démocratie et que le gouvernement fait tout pour que la justice soit rendue et que la manifestation et de la volonté de trouver la justice et pour les différentes personnes mortes durant ces événements-là est fondée et que le gouvernement fera tout pour que les manifestations se fassent et puissent se tenir. Dans le même temps, on invite les élèves et étudiants à savoir raison garder pour ne pas remettre en cause tout ce qui est acquis au niveau donc de l'école et ne pas aller systématiquement dans les grèves parce qu'on peut manifester pour demander la justice sans être obligé de débrayer. Le système n'est absolument plus le même, c'est un système que nous construisons ensemble et il ne peut pas y avoir d'opposition sur des questions qui nous ont réunis pendant des années pour cette lutte-là ensemble. Donc on voudrait appeler les uns et les autres à manifester pour que la justice soit faite, mais à ne pas remettre en cause également l'année scolaire et notamment le mois de décembre en ce qui concerne ces éléments-là. Le Salon international du textile africain bat son plein à travers plusieurs activités. Ce mercredi, il s'est tenu un forum qui a réuni les acteurs du monde du textile africain prenant part à ce salon. L'objectif de cette rencontre était de penser à comment intégrer le pain africain dans le milieu scolaire et académique. Les objectifs du forum dont le thème est le port du textile en milieu scolaire est de trouver des solutions, des voies et moyens pour permettre que cela soit adopté dans le milieu scolaire burkinabé. C'est de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons avoir des moyens et aussi subventionner également les élèves pour permettre à tous de pouvoir s'habiller en façon d'enfants pour l'école. Pour les représentants des pays participants, c'est une noble initiative que de vouloir utiliser le coton africain travaillé par les braves femmes pour habiller les élèves et les étudiants. Et je sais aussi que cette initiative elle est noble, elle est louable et on doit l'accompagner. Dans la mesure où les quelques jours que j'ai passés ici, j'ai découvert des génies, j'ai découvert des jeunes stylistes qui ont du génie, qui ont de la connaissance, des jeunes qui ont appris à partir de rien, des jeunes qui n'ont pas de moyens mais qui aujourd'hui peuvent être sur la scène internationale. Le Parlement malien, c'est une institution législative. Nous pensons que nous avons quand même des institutions communes qui, au finish de toutes les activités que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place un jour une usine, peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, qui va permettre d'utiliser le coton africain et habiller tous les jeunes universitaires, élèves, étudiants de l'Afrique du coton que nos mamans ont cultivé. La Chambre des métiers et de l'artisanat prend l'engagement, avec le concours du gouvernement burkinabé, d'assurer la disponibilité du tissu traditionnel dès que le projet sera effectif. Voir dans quelle mesure arriver justement à faire utiliser le tissu fait main par nos braves tisseuses et tisserands afin que chacun puisse mieux s'habiller et s'habiller également en tissu fait main par les artisans pour aller à l'école. La volonté politique est là. Lorsque nous avons cet engagement, vous allez voir, les femmes, elles vont travailler et également le travail sera fait et au niveau du prix et également au niveau de la qualité. Ont pris part à cette rencontre l'association des tisseuses du Burkina Faso, les représentants du ministère en charge de l'éducation nationale et plusieurs autres personnes venues apporter leur pierre à l'édifice. Port du textile africain en milieu scolaire, c'est sous ce thème que s'est tenu ce forum. Notons que le CITA est à sa 4e édition. Le comité exécutif de la NEB Ouaga a animé un point de presse portant sur la situation délétère à l'université Ouaga 1
professeur Joseph Kizerbo. À en croire les conférenciers, le conseil de discipline de la dite université a infligé une sanction qui consiste à l'annulation des résultats académiques de l'année 2015-2016 et la réinscription en 2018 conditionnée par une réconciliation à un étudiant du nom de Bahan Yenilo, militant de l'ANEB. Il faut noter que la situation découle d'une programmation hasardeuse des bacheliers de 2016 selon le président de l'ANEB. L'administration de l'UFL-LAC a instruit un délégué de promotion, celui des bacheliers de 2015 qui sont en première année. Donc l'administration l'a instruit d'aller informer ses promotionnaires qu'elle va programmer les bacheliers de 2016. Au même moment, les bacheliers de 2015 devaient composer la session de rattrapage du premier semestre de l'année. Ils étaient au nombre de 1265 sur une promotion de 1962. Donc l'écrasante majorité a estimé qu'il était bon qu'ils puissent avoir leur situation du semestre 1 au moins. Parce que si on programme les nouveaux bacheliers, ils vont commencer les cours et composer, et donc les redoublants n'auront pas l'occasion de reprendre avec les nouveaux. Ils ont refusé donc la programmation de la rentrée des nouveaux bacheliers dans ces conditions. Le délégué de promotion a insisté et a même formé un collectif de délégués pour venir les informer que ça va se passer ainsi. La programmation aura lieu. Donc le 28 février, il y a une rencontre qui devait avoir lieu entre les deux promotions, les bacheliers de 2015 et de 2016. Lors de cette rencontre, les deux promotions ne sont pas entendues. Donc les bacheliers de 2015 ont chassé les bacheliers de 2016. Voilà. Donc, il y a eu l'altercation justement parce que les promotionnaires du délégué lui reprochaient d'aller même programmer lui-même la rentrée, en lieu et place de l'administration, ce qui n'est pas de son rôle. C'est donc sur cette base qu'est née l'altercation entre Zango Karim et Bahan Yenilo, militant de l'ANEV, que ses camarades défendent bec et ongle. Les étudiants accusent les autorités estudiantines d'avoir abusé de leur pouvoir pour écraser un étudiant qui a voulu s'opposer à leurs mesures anti-estudiantines. Ils affirment que des rencontres ont été entreprises pour dénoncer cet acharnement délibéré à l'égard de leurs camarades. Nous avons tenu une audience en avril 2017 avec la présidente de l'université, la toute première audience. En ce moment, aucune procédure n'avait été enclenchée. Nous avons dit aux autorités qu'il n'est pas responsable de mettre en confrontation des milliers d'étudiants, d'entraîner des altercations et derrière convoquer un conseil de discipline pour sanctionner un étudiant. À l'époque, nous avons dit à la présidence que ce soit Bahan Yenilo, à qui il est reproché une agression physique, ou Zango Karim, à qui il est reproché une agression morale, des injures, nous sommes contre qu'on les sanctionne. Parce que si on les sanctionne, c'est comme si on légitime les retards et les chevauchements. C'est comme si désormais, celui qui dénonce les retards et les chevauchements, c'est légitime de le sanctionner. Alors que le conseil de gestion de l'UFL-LAC du 2 juin 2017, en analysant les propositions de solutions à transmettre au ministre de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la rencontre de Ouagadougou, a estimé que les chevauchements ne sont pas une solution. Or, le conseil de gestion rassemble même les autorités de l'UFL-LAC. Donc, il y a une incohérence. Ces mêmes autorités-là ont convoqué un conseil de discipline pour sanctionner l'étudiant, parce qu'il a dénoncé les retards et les chevauchements. Quant à la prochaine arrivée du président français Emmanuel Macron, les étudiants restent pessimistes, car selon eux, il n'y aura aucun changement. Pour exiger la levée pure et simple de la sanction, les étudiants des universités publiques ont décidé d'aller en grève les 23 et 24 novembre 2017.
La communication demeure un facteur essentiel dans la lutte contre certains fléaux tels le mariage d'enfants. C'est ce que la CONAMEB, la Coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants, a compris. En partenariat avec l'UNICEF, cette coalition a réuni une trentaine de journalistes de la presse nationale qu'internationale afin de les outiller efficacement sur cette problématique afin qu'ils soient des relais auprès à la fois des enfants que des décideurs. Le Burkina Faso fait partie des 10 pays africains les plus affectés par le mariage d'enfants et classé 5e rang mondial. 10% des femmes sont mariées avant l'âge de 15 ans et 52% de femmes, soit une femme sur deux, avant l'âge de 18 ans. Toutes les régions du pays sont concernées par le phénomène, mais à des degrés divers, et de nombreuses filles continuent de subir dans le silence le mariage forcé. La présente formation, qui entre dans le cadre de ces actions, a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes que vous êtes pour une pleine communication au combat commun pour l'élimination du mariage d'enfants au Burkina Faso. Naturellement, ce combat ne peut se faire sans vous. Votre science, votre expérience communicationnelle et votre pouvoir de sensibilisation des consciences sont indispensables pour conduire plutôt cette lutte à bon terme, au bonheur de nos filles et partant de nos sociétés. Après 4 années d'existence, dans sa vision, la Coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants, CONAMEB, par le biais des médias, veut construire un Burkina Faso où les filles et les garçons se marient librement après 18 ans et jouissent de leurs droits et réalisent leur potentiel. Premièrement, tout d'abord, c'était pour saluer Monsieur le Président, Son Excellence, et souhaiter tout de bon pour Burkina et pour ses plans de développement et ses parcours vers plus de progrès. On est une société panafricaine. Libya est présente dans 18 pays en Afrique. On a plus que 1000 stations-service, des usines de conditionnement, des lubrifiants, on dessert plus que 50 aéroports, parmi lesquels c'est Ouagadougou et Bobo. On a exprimé notre intérêt, fort intérêt et enthousiasme pour accompagner et soutenir les plans de développement du pays, le PNDES, par étendre notre réseau de stations-service à Burkina et aussi de soutenir et accompagner les industries, les sociétés de travaux publics en leur approvisionnant des carburants et de lubrifiants de très haute qualité qu'on fabrique et qu'on amène dans le pays de nos usines dans les autres pays africains. Elle va de mieux en mieux, disons. Il y a eu évidemment une période un peu difficile pendant la crise les dernières années, mais les choses se développent et nous, on ne va pas juste attendre que les choses s'améliorent, il faut qu'on bouge nous aussi, on améliore nos opérations et nos services à nos clients pour attirer plus de clients en étant nos stations-service. On a 26 stations dans le pays et on compte ajouter encore 10 stations d'ici la fin de l'année prochaine pour être plus près des consommateurs et de nos clients et leur offrir le meilleur service là où ils en ont besoin. Et donc, ça va sûrement améliorer les résultats de notre société et la développer davantage. Et nous avons pu dire que le thème qui nous a amenés ici et qui a porté réflexion pendant 2 jours
relève de cette maladie que nous appelons souvent maladie émergente, parce qu'en son temps, comme disait le président Jean-Marc Kaboré, que c'était plutôt une maladie des pays nantis, et nous ne connaissions pas fondamentalement ce que c'était que le cancer. Et aujourd'hui, malheureusement, tous les pays sont touchés, et plus particulièrement nos pays, et plus spécifiquement dans le cadre de ce qui nous rassemble aujourd'hui, les 8 pays membres de l'UEMOA. Nous avons donc pu écouter les conseils et surtout les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et il a relevé les points spécifiques sur lesquels nous, ministres de la Santé, mais également les experts qui composent donc cette délégation, sur lesquels nous devions peut-être nous attarder, c'est-à-dire réfléchir sur le financement intrinsèque de la lutte contre le cancer, mais également voir comment lui-même, avec ses pairs, membres des 8 pays de l'UEMOA, comment eux également ils peuvent nous apporter leur appui pour que cette dynamique qui vient d'être mise en place par Madame la Première Dame du Burkina Faso, présidente fondatrice de la Fondation Kimi, comment nous pouvons nous faire sortir, après ces quelques jours de réflexion, l'appel de Ouagadougou, où nous allons donc lancer, comme je dis, cette dynamique qui va permettre à tous les ministres membres de l'UEMOA de porter la question réellement de la lutte contre le cancer, et comme l'a dit le président de la République, l'élargir après à la CEDEAO et pourquoi pas à l'Union africaine. C'est donc une première balle qui est lancée, mais une balle, j'allais dire, porteuse d'espoir. Instituée par le gouvernement du Faso, l'Assemblée générale des projets et programmes de développement se veut un cadre d'évaluation et d'orientation de la mise en œuvre des marchés de développement. Depuis l'avènement du PNDS, les assises de cette Assemblée constituent un devoir de redevabilité selon le chef du gouvernement. Les 8e assises sont extrêmement importantes. Vous savez, je l'ai dit, ces assises, nous les faisons par devoir de redevabilité. Nous devons rendre compte de la gestion des fonds publics. Nous le faisons également. Vous savez, aujourd'hui, c'est des concepts à la mode, mais c'est parce que nous devons rendre compte au peuple. C'est un devoir moral, c'est un devoir démocratique de rendre compte au peuple de ce que nous faisons avec l'argent public. Mais nous faisons ça également parce qu'il est important de pouvoir améliorer les conditions de vie de Burkina Faso. En outre, au cours de la cérémonie d'ouverture, il a été fait une présentation de la mise en œuvre des recommandations issues des 7e assises. Il ressort une performance globale de 35,5 sur 50 des marchés évalués, une performance qualifiée de moyennement satisfaisante. Le bilan qui vient de nous être présenté, vous avez entendu, sur les 245 projets et programmes, il y a 207 qui ont été audités de manière générale. La moyenne, la note globale, tourne autour de 35% et 35 sur 50, elle est moyennement acceptable. Mais je pense que les recommandations que nous allons faire, c'est la base du diagnostic. L'analyse des diagnostics nous permettra de manière globale d'améliorer la performance des projets et programmes au Burkina Faso, pour une mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social. Il faut noter que 21 ministères sont concernés par ces 8e assises. Le chef de file de la Troïka prend part à cette rencontre où les partenaires techniques et financiers jouent un rôle primordial. Ouagadougou abrite du 22 au 24 novembre une rencontre de haut niveau pour lutter contre le cancer. Longtemps considéré comme une maladie des pays riches, la donne a changé de nos jours. Les cancers constituent un problème de santé publique dans le monde entier. Au Burkina Faso, c'est l'épouse du chef de l'État, Mme Sika Kaboré, qui durant 10 ans à travers la Fondation Kimi, s'est donnée pour mission de lutter contre les cancers mammaires et gynécologiques. Selon la présidente, seule une synergie d'action permettra de faire face au cancer de manière digne. Nous devons nous convaincre que chaque pays pris isolément ne peut avoir la prétention de venir à bout des cancers.
Seul un partage des expériences peut nous situer sur les meilleures approches à développer. Par une mutualisation des moyens et une synergie de nos actions, nos pays qui manquent de ressources pourront se montrer à la hauteur des défis à relever pour aider les populations, tant au niveau de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge précoce que du traitement des cas avérés de cancer. J'ai souhaité placer la présente rencontre technique sous l'égide de la Commission de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, afin de rassembler à Ouagadougou tous les acteurs de la lutte contre le cancer de notre zone d'intégration économique et monétaire. Son but est justement de contribuer à jeter les bases d'un partage d'expériences et d'une synergie d'action pour offrir à nos populations des réponses accessibles et acceptables pour faire face au cancer de façon digne. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 32 millions de personnes vivaient en 2012 avec un cancer et en 2015, 8,8 millions de personnes en sont mortes, dont 70% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans l'espace UEMOA, seule la République de Côte d'Ivoire et celle du Mali disposent d'un registre de cancer fonctionnel et actif. Au Burkina Faso, la prévalence réelle n'est pas connue, mais près de 5000 nouveaux cas de cancer étaient attendus par an selon les statistiques du Globoca en 2012. Un spécialiste en la matière nous fait savoir que le coût du traitement du cancer est une grosse pilule à avaler. Le cancer coûte encore très cher. On prend l'exemple du cancer du sein. Rien que les médicaments, vous avez entre 300 000 à 1 million de francs CFA toutes les 3 semaines. Et cela, il faut un minimum, souvent, de 6 séances pour avoir le résultat escompté. Donc, d'un cancer à un autre, le coût varie. Et sans oublier, ça c'est le coût de traitement, il y a le diagnostic. Le diagnostic, notre maître professeur Souré est là. Il faut avoir la certitude que c'est un cancer. Il y a des examens à faire, des prélèvements à faire, des bilans, l'imagerie, l'échographie, le scanner, l'IRM. Cela devient donc difficile. Si bien quand on inclut tous ces coûts, nous nous retrouvons avec près de 600 000 francs pour une femme qui doit avoir le bilan initial avec tous les examens complémentaires qu'il faille avoir avant donc, de pouvoir acheter les médicaments. C'est pour cela, comme l'a dit le professeur Soudré, président du comité scientifique, cette rencontre va permettre d'être au même niveau. Et quand vous revenez encore sur le cancer du sein, après tous ces efforts au Burkina Faso, il faut se déplacer pour aller compléter un des traitements qui n'existe pas encore au Burkina Faso, que l'on appelle la radiothérapie. Prévention, détection précoce et traitement sont donc les 3 axes majeurs autour desquels la riposte au cancer doit être construite. Le Burkina Faso a compris cela et d'un élan solidaire, la première dame poursuit à bras le corps la lutte contre le cancer qui a commencé il y a 10 ans. La Foire internationale du livre de Ouagadougou pour la 14e fois a ouvert ses portes dans la soirée de ce jeudi. À la place de la Nation, lieu emblématique pour le pays des hommes intègres, on a cité de grands noms d'écrivains africains tels que Chinua Achebe, Nazi Boni, Wolin Soyeka et plusieurs autres à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette philo dont le pays invité d'honneur est l'Égypte. Le représentant de la République arabe d'Égypte, au cours de son allocution, a émis un souhait, à savoir la ratification dans de brefs délais du protocole d'accord entre les ministères en charge de la culture des 2 pays. Et selon le tout nouveau ministre de la Culture du Burkina Faso, cette 14e philo ayant pour thème livre et lecture dans le cadre familial est un appel pour une profonde réflexion sur la place que doit occuper le livre au sein des familles. Organiser la 14e édition de la philo sous le présent thème sur cette place symbole située au cœur de la ville de Ouagadougou est significative à plus d'un titre. D'une part, cela témoigne de la ferme volonté du gouvernement de mettre le livre et la lecture
au cœur des préoccupations de développement de notre pays. C'est aussi rapprocher le livre de la population, lui enlever son caractère prétendument élitiste. Chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale, a le droit d'accéder au livre. Le slogan de la philo le dit si bien. Une nation qui lit est une nation qui gagne. À noter que des acteurs du monde de la culture ont été décorés à l'occasion. Du 23 au 26 novembre, Ouagadougou sera la capitale du livre africain à travers des expositions, des échanges et plusieurs autres activités. Le ministre ivoirien en charge de la culture, Maurice Bandama Kouakou, est le parrain de cette 14e philo dont l'écrivain Ansomouin Iyassa Yen est l'écrivain invité d'honneur. Grâce à l'initiative de la CONAMEB, la coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants au Burkina, ces hommes et femmes des médias ont bénéficié durant 2 jours de communication sur les différents types de mariage d'enfants, sur les causes et les conséquences. Cette formation, en croit les organisateurs, s'inscrit dans la dynamique d'essayer de renforcer les capacités des journalistes sur le dit sujet, mais surtout de les encourager à s'engager dans cette lutte. À travers cette lutte, nous voulons mener des actions fortes, notamment nous avons un plaidoyer en vue auprès de l'Assemblée nationale et auprès du ministère de la Justice et de la Promotion des droits humains pour faire en sorte qu'on accélère l'adoption du Code des personnes et de la famille qui est en relecture depuis longtemps. Ce que nous visons à travers la relecture de ce code, c'est qu'on relève l'âge légal au mariage des enfants, aussi bien pour les garçons que pour les filles à 18 ans. Et après cette formation, nous comptons sur les journalistes pour qu'ils nous appuient dans notre plaidoyer. Médias et problématiques du mariage d'enfants, quelle peut être la participation du journaliste? Voici des avis de quelques participants. Nous, à travers cette formation, nous devenons du coup comme des ambassadeurs afin que nous puissions aussi porter ce message haut et fort et partout où on peut se faire entendre à travers toutes les informations. Vraiment, la formation était bien. J'ai beaucoup apprécié parce que on n'avait pas certaines informations sur le mariage d'enfants qu'on a eu et on ne savait pas que la situation était vraiment criarde. Donc je trouve que la formation est la bienvenue et je salue l'initiative de la CONAMEB et je dirais que dès déjà cette formation, nous sommes déjà engagés et à vraiment lutter contre ce mal-là parce que déjà ça joue sur la démographie, ça joue sur le développement. Selon les statistiques, 10% des femmes au Faso sont mariées avant l'âge de 15 ans et 52% de femmes, soit une femme sur 2, avant l'âge de 18 ans. Ce qui explique parfois le taux élevé de maladies et de mortalité. En guise d'exemple, chaque année, 800 femmes sont victimes de fistules obstétricales et 65% des cas se produisent chez les filles de moins de 18 ans. Il urge alors d'éliminer le mariage d'enfants au Burkina Faso à travers l'influence des politiques et la mobilisation des diversités des acteurs tant au plan national qu'international. Au Burkina Faso, la région du Sahel enregistre le fort taux de pratique du mariage d'enfants avec 76%, suivi de l'Est 72%, le centre-nord 62%, les cascades 60% et la boucle du Mouroun 57%, ce qui explique sans nul doute la déclaration du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui stipule que le mariage d'enfants est un problème social grave au pays des hommes intègres et c'est pour y remédier que la CONAMEB, la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina, avec l'appui de l'UNICEF, a initié une série d'activités pour endiguer le fléau. Une formation de journalistes et communicateurs, communicatrices,
Une conférence de presse qui se tient actuellement afin de donner une large information sur la problématique du mariage d'enfants, un atelier de formation des organisations membres de la CONAMEP sur les techniques de plaidoyer et un plaidoyer de haut niveau en direction de l'Assemblée nationale pour l'accélération de l'adoption du Code des personnes et de la famille en révision, qui fixerait l'âge légal du mariage à 18 ans, aussi bien pour les garçons que pour les filles, au lieu de 17 ans pour les filles dans le CPF actuel. Nous nous sommes dit que c'est une opportunité de tisser un partenariat pour pouvoir faire le plaidoyer au plus haut niveau, mais aussi pour renforcer les interventions sur le terrain, de telle sorte que la prise en charge, l'encadrement, la sensibilisation puissent avoir encore plus de portée. Et donc, leur initiative d'appuyer la presse nationale et internationale est aussi salutaire, puisque en tant que presse, vous amplifiez les idées, vous amplifiez les informations, vous portez l'information jusqu'aux confins du pays. La plaidoyerie auprès des élus nationaux pour l'adoption de la révision du nouveau Code des personnes et de la famille demeure son cheval de bataille et espère de se faire sur le concours de la presse. Cette conférence de presse inaugurale qui vient clore cette formation, qui a vu la participation d'une trentaine de journalistes sur cette thématique emblématique, est par ailleurs une invite à ces communicateurs à être des acteurs de premier plan dans la stratégie nationale de prévention et d'élimination des mariages d'enfants d'ici 2025 au Burkina Faso. FAMA, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique, a inauguré le dimanche 19 novembre 2017 un nouveau temple à Kouéré, une localité située à 55 km de Batié et à 503 km de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les responsables de la FAMA ont remis les clés du nouveau temple à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, représentée par le conseil régional de Gawa. La réalisation de ce bâtiment a été possible grâce au soutien de l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1 qui s'est fortement représentée avec une délégation d'environ 30 personnes. C'est l'église partenaire privilégiée de FAMA qui a accompagné cette cérémonie. Donc à l'église, l'on est à FAMA, n'a pas organisé à Ombonia. C'est cette église qui nous a accompagnés, qui a permis que cet édifice soit érigé aujourd'hui à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment dire à la délégation ici de transmettre les remerciements de FAMA et de toute l'église de Kouéré au premier responsable et à toute l'assemblée de la zone 1. D'un coût global d'environ 3 millions de francs CFA, la dédicace du nouveau temple à Kouéré a vu la présence des premières autorités du département, à savoir le préfet de Kouéré, le maire, le chef coutumier et bien d'autres personnalités. Nous sommes très honorés d'avoir ici cette église des Assemblées de Dieu. C'est Dieu qui nous fait des merveilles. Une église, c'est Dieu qui répand son règne sur terre. Donc nous sommes très contents pour ces joyaux et vraiment nous souhaitons bon vent au pasteur Paul Coro et à l'ensemble de tous les acteurs qui se sont sacrifiés pour que nous puissions réaliser ces joyaux à Kouéré ici. Vraiment toutes les félicitations. C'est un sentiment de joie qui anime les premiers responsables du FAMA. Mon cœur est plein de joie. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour l'église de Kouéré. En 2012, lorsque nous venions ici, l'église était en paille.
L'homme de Dieu était dans une petite caseronne où il ne pouvait même pas se tenir droit. Parce qu'il était obligé de soutenir la petite caseronne par un gros bois. Et c'était presque la brousse. Et il vivait difficilement. Même pour avoir à manger, c'était difficile. Nous savons certes que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais avec le Seigneur, nous arrivons. Et je vais, votre micro, demander à tous les frères, à tous les sœurs, que Dieu a béni financièrement ou matériellement de faire quelque chose pour ces hommes vaillants qui sont là-bas à notre place. Dans Ecclésias chapitre 9, verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, levons-nous car plusieurs autres localités attendent de voir une telle réalisation. Et cela pourrait passer par toi, peut-être. » Je suis très comblé parce que c'est un joyeux qui fait partie du patrimoine de ma commune. Je crois que c'est une joie ce matin. Bon. C'est un lieu de culte et comme je dis, c'est un joyeux en même temps. Et comme dans la commune, il y a toutes sortes de confessions religieuses, j'appelle toute la population, s'ils sont dans cette église, en tout cas, de prendre ce qu'on appelle de prendre à bras le corps et puis de prendre soin de ce joyeux qui vient de nous offrir. Merci. Nous avons songé la terre bas songé ah si les hommes t'ont tauré t'y tourna c'est bégawa solma donc souria non tourna auto ton sem pam solma poa c'est la solma zulese la tourna autone koy monro la wendo pagaso wakatu zor sam pam te bla to song tondo souria non datum pousa fama baraka la nibni se fa sin ningabnugu ante ti tumda auto kenga ta la be kana leban pousa wendo wasya zone ina ne partera la tumna ta sa fa baraka kuso ida ton suno e patwen biligir sino wati sai tan sampam rokan kan ton mimti wenam na mara bon kasam se la na fa ga si huso ton huwa burninga suka akri yura yinga wayam fa ya kaset ya kaset songo de mimti wenam nugo ya woko la na mara tun kasam se ko sa ti wenam pasi tum da panga la wenam pa nyam si ya tum da ten ba panga ti wenam yura kelam pa ngore Burkina Faso la Burkina yenga azizikri ma yenga. C'est ma première visite avec la FAMA et je suis vraiment, en tout cas, je suis étonnée de voir l'œuvre que FAMA fait. C'est une bénédiction de pouvoir accompagner, d'être une source d'encouragement pour les pasteurs parce que c'est vraiment pas facile pour eux. Et on voit comment ils sont dans la joie de voir qu'il y a d'autres chrétiens qui se rappellent d'eux, qui les soutiennent dans la prière, qui les aident financièrement. Donc je suis vraiment contente que Dieu m'ait permis de faire partie de cette équipe-là pour encourager les pasteurs. Et je prie Dieu vraiment qu'il continue à accompagner l'œuvre de la FAMA et que tous les chrétiens qui sont comme moi, qui ne savent pas vraiment dans quelle souffrance sont les pasteurs, qu'on puisse vraiment, que Dieu ouvre nos yeux et que Dieu nous permette de faire quelque chose pour aider ces pasteurs-là. Oh, définitivement oui. Je pense que 500 km pour aller voir des pasteurs et on dit que ce pasteur vient de Yako. Donc c'est encore, vous imaginez quelle distance il doit faire pour se retrouver ici. Si quelqu'un meurt dans sa famille, il ne peut même pas partir. Donc je pense que le voyage en vaut la peine. Je pense que ce n'est rien comparé aux souffrances que les pasteurs là vivent. Ce n'est rien comparé à ce que d'autres missionnaires ont fait. Donc vraiment, si on peut sortir, sortons. S'il y a la poussière, mais ce n'est pas grave. Après, tu te laves et puis c'est fini, quoi. Bon, pour moi, cette sortie est une chose à saluer parce que nous avons vu beaucoup de personnes qui n'ont pas ménagé et de mettre en place tout le nécessaire pour venir en aide à ce missionnaire et à son épouse, à cette communauté de Pouéré. Voilà. Donc, et également, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir
beaucoup de gens effectuent des distances. Il y a des gens qui sont venus de Ouaga, plus de 503 km. Et il y a d'autres encore qui sont venus encore plus loin pour soutenir cette œuvre. Donc c'est une chose à saluer. Et également, bon, c'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel aussi à l'égard de tous les frères et sœurs en Christ. Que chacun également puisse ménager son effort pour soutenir également l'ensemble des missionnaires qui sont dans les autres régions du Burkina Faso. Donc je vous remercie. Oh oui, pour ma part, je suis prêt encore à sortir et j'espère que FAMA va programmer une autre sortie pour soutenir les missionnaires qui sont en terre de mission. Merci.